on a fait une marche blanche. Et là, je décide de dire, ben, je suis victime. Alors oui, je suis victime de viol, je le dis haut et fort, je suis victime d'inceste, je suis victime d'attouchement sexuel du père Crespel, je n'ai plus honte de le dire le nom, je le dis haut et fort, mais je décide à ce moment-là, il y a eu une marche blanche à Liévin, il y a à peu près 2 semaines, j'ai plus les dates, et j'ai quand même fait 6 heures de route, et je me suis rendue là-bas. Alors je peux vous dire que ça a été un choc, hein. D'y retourner plus de 40 ans après, c'est plus l'endroit que j'ai connu, hein. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons t'appeler Sylvie et je dis ça parce que dans un documentaire d'Ixiel de la Porte et Rémi Bénichou qui est sorti en 2024 et qui est intitulé Les enfants victimes de Riomont et qui est toujours évidemment disponible sur RT mais également YouTube, tu témoignes des sévices subis. Mais à ce moment-là, tu témoignais en fait de Do et sous le pseudo de Isabelle. Alors aujourd'hui, Sylvie, tu acceptes donc de parler sous ta véritable identité et à visage découvert. Il me semblait important et même essentiel que tu puisses nous dire en 2 mots pour quelles raisons précisément tu souhaites aujourd'hui témoigner à visage découvert. Alors moi je voulais faire alors j'ai fait ce reportage, c'est vrai qu'au début il fallait un peu attendre d'adaptation et puis après j'ai décidé qu'aujourd'hui la honte ne devait pas être de mon côté, elle devait être de l'autre côté, c'est pas à moi de me le cacher, c'est moi qui ai subi et maintenant il faut en parler. D'accord. Donc j'imagine quand même que c'est un geste entre guillemets audacieux aussi de parler à visage découvert. Ce n'est pas forcément anodin. Beaucoup de victimes de façon générale peuvent avoir d'énormes difficultés à se remémorer leur histoire et puis aussi dans un deuxième temps à en parler, j'ai envie de dire, de vive voix et de façon pour le coup à découvert. Donc explique-nous si tu veux bien en quelques mots quand même, parce que ça me paraît aussi essentiel, euh, ce, ce changement intérieur qui fait qu'à un moment donné, on peut prendre la parole. En fait, j'étais au départ anonyme et parce que j'ai pris du temps quand même, il fallait du temps, de la réflexion quand même pour dire ce qui s'était quand même passé, parce que entre le reportage qui s'était passé et puis entre-temps, toute cette médiation, tout ce que j'ai vu sur Internet, parce que je n'étais pas, avant, je n'étais vraiment pas sur Facebook, Snapchat, c'était pas mon domaine. Et puis, je me suis, après ce reportage, j'ai commencé à aller voir le reportage de Arte. Et à ce moment-là, ce qui m'a vraiment mis le déclenchement, c'est entendre, parce que voilà, nous sommes quand même victimes, et d'entendre que le village de Riomont, hein, certaines personnes nous disent que dans ce reportage, nous sommes des doublures, des gens qui avons été cherchés pour aller prêcher cette mauvaise parole, le mensonge, on va dire, effectivement, et puis je me suis dit, bah non, non, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Sortons de l'ombre, parce que voilà. Et puis il y a quand même cette thérapie aussi, je vous dis, hein, de dire, bah oui, je vais être vue, je vais être entendue. Alors je l'ai pas fait de suite, hein. C'est vrai que le passé que j'ai vécu, si bien familial que Riomont, ça a été très dur. Et donc c'est là, en fait, c'est tous ces commentaires-là. J'ai commencé à aller un petit peu sur Facebook, Snapchat, des documents. Je me suis un petit peu épatée moi-même parce que ce qui n'était pas, parce que voilà, considéré comme un petit peu dans ma campagne. Donc voilà, et c'est vraiment ce truc-là. Et puis tout ce que j'ai entendu de la partie adverse, tout ce que j'ai entendu, ça m'a déplu. Et c'est là que je me suis dit après,
je me suis dit, mais comment on peut rester dans l'ombre pour ma part, parce que je respecte tous ceux qui sont pas encore, parce que c'est un travail quand même, hein, de dire la vérité, c'est un travail que j'ai pas fait toute seule, hein, avec certaines personnes, voilà, médicales, de familiales, de gens avec qui je suis. Et c'est là, en fait, le décrochement, le reportage qui m'a vraiment aussi très émue, hein, parce que je connaissais pas. Moi, j'arrive bien après le livre de Xtel de la Porte. Hein, j'arrive bien après. Et c'est après ce livre, quelqu'un qui m'avait contacté pour me dire, parce que, qui était au courant de ce qui s'était passé dans l'anonymat, m'avait dit, ben, si tu veux, il y a un report, je sais plus sur Internet comment que c'était. Et là, je vois, ben, pour la première fois, Xtel de la Porte. Et je décide à ce moment-là de la contacter. Et c'est ce travail-là qui a commencé à se faire. Voilà, le document. Oui, après, avec le document, comme je vous dis, il y avait un travail. Et puis, je vous dis, c'est tous ces commentaires qu'on voit. Et je me suis dit, ben, un jour, je me réveille, je me dis, mais pourquoi moi, je dois me cacher? C'est moi qui ai subi tout ça, c'est moi qui a vécu ça. Non, faut que je dise haut et fort, ça s'est fait, ça s'est passé, et maintenant, plus jamais, je me dirais, comme là, j'autorise à dire, j'étais Isabelle au départ parce que je n'osais pas, voilà. Mais aujourd'hui, je me dis, oui, il faut y aller. Et pourquoi? Parce que la honte, elle doit pas être. Nous sommes victimes et les victimes, on est là et je voudrais continuer pour que puisse qu'on voit mon visage et puis que d'autres, parce que je pense que je dois pas être la seule fille, je pense, hein, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis il faut qu'on continue et d'autres doivent continuer à aller plus loin. Si je peux le faire, on peut le faire, mais il y a D'accord. du travail. Je te remercie Isabelle et donc désormais Sylvie d'avoir expliqué un petit peu le contexte dans lequel tu as en fait souhaité prendre la parole. C'est important pour toi et pour d'autres, on y reviendra. Mais avant d'arriver précisément à ton propre témoignage, à ton propre vécu, je souhaiterais quand même recontextualiser un petit peu l'histoire entre guillemets Riaumont. Donc Riaumont s'est fondé en 1960 par Albert Revet à Liévin, donc dans le Pas-de-Calais en France. C'est un ancien village d'enfants catholiques traditionnalistes marqué par des décennies de violences physiques, psychologiques et sexuelles sur mineurs, qualifiées de logique sectaire par une commission parlementaire. L'école Saint-Jean Bosco a fermé en 2019 après suppression administrative confirmée en 2024. Plusieurs religieux, dont l'ex-prieur Alain Hocquemiller, condamné en mai 2025 à 2 ans de prison avec sursis pour consultation d'images pédopornographiques, sont poursuivis pour maltraitance. Des enquêtes en cours visent viol, agression et non-dénonciation avec plus de 200 témoignages depuis 2013. Et le père Gérard Crespel, qui est une figure centrale de Riaumont et dont il sera question par la suite, incarne en fait quelque part ce paradoxe d'un prêtre traditionnaliste à la fois encensé par les milieux catholiques conservateurs et accusé par ailleurs de sévices graves sur mineurs vulnérables. Il est né en 1936 à La Bassée. Il a participé au début du village d'enfants de Riaumont dans les années 1960 et dont Albert Revet a fondé cette institution scout et éducative à Liévin. Si l'on veut brièvement reprendre un petit peu la structure même de Riaumont, ben Riaumont, en fait, c'est une communauté religieuse d'inspiration bénédictine, donc des oblats réguliers liés à Fongoubo, un village d'enfants, foyer internat pour garçons placés, et un mouvement de scouts et guides par la suite de Riaumont qui revendique une pédagogie scout et une liturgie traditionnelle. Pour le surplus, je me permettrai de renvoyer notamment au livre d'Ixiel de la Porte, Les enfants martyrs de Riaumont, dont tu as parlé, Sylvie, qui est sorti en 2022, et également à l'échange très constructif et complet, me semble-t-il, que j'ai pu avoir sur cette même chaîne avec Ixchel autour de son livre. Alors pour revenir à toi, Sylvie, et pour qu'on comprenne bien évidemment ton histoire, je te demanderais de bien vouloir un petit peu nous décrire dans quel type de famille finalement as-tu grandi? Une famille nombreuse, on était nombreux, 6 sœurs, 3 frères, mais un peu chaotique en fait. Parce que sur les 3 frères, en fait, alors on s'est élevés les uns vers les autres, hein, on n'a pas eu l'amour qu'il aurait fallu, voilà. Mais bon, bref, on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais moi, ce qui se passe, c'est qu'au départ, bah, un de mes frères, en fait, je subis un peu, on va dire, de l'inceste de la part d'un de mes frères. Et donc,
tu as eu l'occasion, je pense, de dire également que oui, tes parents, de fait, étaient assez dysfonctionnels, euh, que ce soit le papa ou la maman, ils avaient l'un et l'autre un profil, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel, un peu compliqué pour élever une fratrie. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était très très compliqué, hein. Ouais, je vais bien, 6 filles et 3 garçons, ça doit être pas. Mais bon, en fait, après dans la famille, il y avait quand même la maman qui elle commandait, hein. C'était elle, c'est elle qui commandait tout et le papa faisait quoi. C'est ça, parce que évidemment, je te demandais de relater en quelques mots un petit peu le contexte familial, parce que l'on sait évidemment que n'allait pas, je dirais, à Riomont, entre guillemets, n'importe quel type d'enfant. Les enfants qui arrivaient à Riomont arrivaient exclusivement via des placements administratifs ou judiciaires. Ils étaient confiés par la DAS, qui était donc la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais, ou les juges des enfants des tribunaux d'Arras et Béthune en particulier. Donc, toi-même, dans quel contexte finalement es-tu arrivé à Riomont, en sachant aussi que d'abord, évidemment, Riomont, c'est un foyer exclusivement masculin. C'est l'histoire quelque part qui fait que pour éviter quelque part que le nombre de personnes à Riomont ne diminue précisément suite à une fermeture, il y a entre guillemets cette entourloupe qui est trouvée pour faire venir des jeunes filles. Et donc, peux-tu nous indiquer un petit peu dans quel contexte précisément toi tu arrives et donc quelque part évidemment pour quelle raison es-tu placé à Riomont? Alors moi, si je me souviens, parce que des fois je suis un petit peu bloquée dans les dates, hein, en fait, moi, quand je subis l'inceste chez moi, je deviens une petite fille, j'étais âgée de 8 ans, je deviens un petit peu rebelle, un petit peu difficile à vivre, hein, voilà. Donc moi, ben, en fait, moi, je suis recrutée, parce que moi, j'arrive après la période où les enfants de la DAS, on perd l'agrément des enfants de la DAS. Moi, j'arrive derrière, et moi, je suis recrutée. Alors, le premier jour, ça a été chez ma grand-mère. Et ma grand-mère avait une connaissance de quelqu'un qui travaillait pour Riomont, qui lui actuellement avait ses enfants, qui étaient là-bas, donc il travaillait pour Riomont et il y avait ses enfants. Et je me rappellerai, ça devait être un dimanche, on discutait et puis ma mère se plaignait qu'elle ne savait plus quoi faire avec moi, que j'étais agressive, je tapais tout le monde, j'étais voilà reclus de moi-même. Et donc ce monsieur qui a été recruté et qui travaillait pour Riomont, voilà, donc dit à ma mère, bah, si tu veux, moi je te trouve une solution, je sais où je peux te la mettre. Ma mère a répondu oui, hein. Donc moi, 8 ans, je savais pas ce qu'il allait m'arriver. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a eu des jours qui sont passés. Ça n'a pas été immédiat, je pense. Je ne pourrais pas vous dire main. Mais un samedi, mon père me dit, avec mes 3 frères, parce que quand je suis allée aussi avec mes 3 frères, parce que ma mère aimait rester toute seule, faire tout, était très dépensière. C'était quelqu'un qui allait au PMU, donc qui dépensait énormément d'argent en PMU, puis les fins de mois étaient compliquées, bien sûr. Donc à ce moment-là, eh ben on n'avait pas de voiture, hein. À l'époque, mon père n'avait pas de permis, donc dans sa petite moto, il y avait une petite mobilette, il avait mis une remorque. Et là, mes 3 frères et moi, on y est dedans et on ne sait pas. On ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Dans l'inconnu, il m'a dit on t'emmène. Donc là, je m'emmène et là, j'arrive à Liévin. Parce que ma grand-mère habitait à côté de Liévin. Et là, j'arrive à Liévin. Et là, on monte une espèce de grande tente. Ah là, je me suis dit, mais où on est bizarre, j'avais jamais vu, on monte. Là, j'arrive dans une espèce de grosse cour qui était chaussée, je ne sais plus de quoi, de pierre et tout. Et là, dans une grande maison, 2 prêtres sortent. Et à ce moment-là, donc il y a un prêtre qui était tout en noir, qui était le père Crespel. Et je ne le connais pas, hein, je dis son nom maintenant parce il va se mettre devant moi et me dire, voilà, je suis le père Crespel et je vais aller, parce que il me présente aussi le père Evé qui va bientôt prendre sa retraite et puis que voilà, ça va faire le tour. Et lui, ça, ben lui, il m'a dit, c'est moi qui m'occuperai de toi. Donc voilà la première fois que je rencontre le père Crespel avec le père Evé. Donc à ce moment-là, quand on arrive dans cette, moi je me petite fille de 8 ans, alors j'avais 8 ans, hein, bien sûr. Oh, je me dis c'est quoi une peur. Je me suis dit où je vais arriver, qu'est-ce qui se passe. Je savais vraiment pas ce qui se passait quoi. Et là à ce moment-là, il envoie mes frères.
à gauche, puisque les garçons étaient séparés des filles. Et moi, quand j'arrive, j'ai pas la tenue tout de suite, hein. On arrive normal. On arrive avec nos vêtements qu'on avait de tous les jours, quoi. La tenue, je l'ai reçue après, pas tout de suite. Et là, ben, le père Crespel me prend dans sa coupe. Le père Revé rentre dans cette maison qu'il y avait derrière, dans cette grande place. Et là, moi, je reste avec la coupe du père Crespel. Ça, tu rentres donc en fait à Riomont à l'âge de 8 ans, tu disais. Voilà, c'est ça. 8 ans, évidemment, c'est jeune. En même temps, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est l'âge de raison. Tu vis quand même jusqu'à l'âge de 8 ans dans une famille, certes dysfonctionnelle, mais c'est quand même la famille que tu connais. Du jour au lendemain, finalement, tu es arraché de cette famille. Tu te souviens, la petite fille que tu étais à ce moment-là, quand tu es passé finalement de ton milieu familial au milieu de Riomont? Comment tu as traversé psychiquement, j'ai envie de dire, psychologiquement, comment tu as traversé ce passage de la famille au village de Riomont? Bah, très mal, hein, très mal, parce que on est dans un endroit on connaît pas, il fait froid, on avait très très froid, hein, le Riombo était froid, il n'y avait pas de chauffage. On arrive là, on sait même pas où on est. Alors au début, ça débute par tous les mercredis, parce que j'ai fait le catéchisme, hein, j'ai fait mes deux communions là-bas, hein, privé et solennel. Et ensuite, moi je pense une petite fille de 8 ans, ouais, je pense que j'avais déjà un petit peu l'esprit de 8 ans, c'était déjà parti avec ce qui se passait déjà chez moi. Et là, un abandon, en fait. Et je me suis demandé pendant longtemps pourquoi ils m'ont mis là, quoi. Alors, une punition, au début, on pense que c'est une punition, que ma mère, mon père allaient venir me rechercher. Puis, plus le temps il passe, on y va tous les mercredis. Ensuite, on y va tous les week-ends parce qu'il avait beaucoup de sorties. Et c'est là que je commence à être louvette. Je viens au départ habillée normalement, et le catéchisme. Et ensuite, après le catéchisme, et ben là, on me dit, tu vas être louvette. Et là, ben, on me remet cette espèce d'uniforme, hein, la jupe, le foulard, la petite chemise bleue, un pull, des chaussettes blanches qui allaient jusqu'aux genoux et une paire de chaussures que j'appellerais pas ça aujourd'hui des chaussures parce que c'était horrible. Et là, c'est une tenue qu'on nous donne du printemps jusqu'à l'hiver. On n'a pas de manteau, qui fait froid, qui fait pas froid. C'est la tenue de la louvette avec ce petit béret et le foulard qu'on devait parce qu'après même quand j'allais au catéchisme on me disait ben il faut pas que tu viennes en habit normal, il faut venir en louvette. Donc j'étais pratiquement et le scolaire on n'en parlait plus parce que moi en fait il n'y avait pas de jours, je me souviens pas d'avoir des jours d'école extraordinaires, j'étais plus souvent à Riomont qu'à l'école normale en fait. Euh, Sylvie, quand on grandit dans un milieu épanouissant, on se souvient évidemment des bons souvenirs. Euh, Quand on grandit finalement, jeune fille, adolescente, quand on grandit à Riomont, à contrario, j'ai envie de dire, quels seraient les souvenirs prégnants qui te font dire, qui te feraient dire que cet endroit était quelque part de façon systémique, toxique, abusif, maltraitant, je dirais dans un premier temps de façon générale, avant d'en venir évidemment à ton cas particulier. Moi, je dis maltraitance, je vous dis, c'est de pas décider comment se laver, parce qu'on se lavait à Riomont, et c'était de l'eau froide, hein, on était permanent, c'était de l'eau froide. Notre tenue, on n'avait pas le droit de choisir de prendre un manteau. Moi, quand je vois après, quand il se passe ça, que mon père nous emmène, alors généralement, on était déjà habillés en louvette et avec mes frères en scout quand on arrivait à Riomont, même la tenue de mes frères, qui m'a choqué parce que moi déjà bon la jupe mais eux mes frères avaient cette chemise le foulard cette espèce de short en cuir qui leur arrivait mais alors moi je trouvais qu'il était court ce short et je me suis dit mais pourquoi maintenant on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut, pourquoi choisir cette tenue, on n'avait plus le droit de rien, on arrivait là-haut il fallait se taire, c'était fini, on parlait plus, on était séparés des garçons, on était les garçons à gauche, les filles de l'autre. Et je vous dis, cette espèce aussi de froideur, parce que moi, quand j'allais là-bas, pour moi, c'était l'horreur, quoi. Je voulais à peine, je pleurais tout le temps, je me rappellerai tout le temps. Je pleurais tous les jours que mon père m'emmenait là-bas, hein, que ce soit le mercredi, le week-end, les camps scouts. Je me dis, mais comment
on peut faire ça à des enfants, quoi? Comment on peut leur dire c'est une tenue comme ça, ce sera pas une autre, t'as pas de pantalon, t'as pas de jogging, c'est comme ça, t'as froid, voilà, cette espèce de pull, mais bon, envoyer la chemise bleue et le pull, on n'était pas plus mieux logé que quand c'était l'été, quoi. On avait froid. Pour moi, Riomont des souvenirs, c'était froid, froid. Et puis vraiment froid. Et puis moi, je peux vous dire, Riomont, moi, quand je vous dis, quand je suis arrivée là-bas, j'étais toujours en pleurs, en crise, de vouloir m'estriper, mais c'était ça en fait. On arrive là-bas, il faut être en tenue et on n'en parle plus. C'est eux qui nous imposaient. C'est pas nous, c'est eux qui nous imposaient. On sait évidemment que les enfants Riomont étaient considérés comme des cas sociaux à redresser. Et donc, les parents, quelque part, qui mettaient ces enfants à Riomont pouvaient quelque part espérer qu'ils rentrent, j'ai envie de dire, dans les cases, dans le droit chemin. Et du coup, j'ai envie de te demander, évidemment, comment concrètement se passait une journée à Riomont, quel était le type d'éducation, quel était le type d'enseignement qui était donné et qui serait, selon Riomont, de nature à redresser un enfant turbulent. Alors nous, on était, là, moi je parlerai du côté des filles, parce que je vous dis, les garçons, on était séparés. Hein. Et j'ai même pas le souvenir d'avoir demandé une question à mes frères, parce que voilà. Mais le problème de Riomont, c'est on arrivait, on nous exigeait la tenue, qui était, il fallait que la tenue soit faite, soit propre, droite, en fait, même pas propre, droite. En fait, on nous imposait cette tenue. Moi, pour moi, qu'après, avec le temps, j'ai trouvé cette tenue horrible, horrible, parce que moi, j'aurais aimé avoir un pantalon, mais non, c'était la jupe droite, et puis on était quand même assez, c'était quand même assez sévère. Il fallait se ranger dans les rangs, il fallait attendre, il fallait pas dire un mot. Parce que voilà, c'était comme ça. On n'avait pas cette liberté. On était en rang, il fallait attendre. Des fois, on attendait les prêtres. Hein. Ils n'étaient pas toujours là quand on était en groupe. Si, moi, malheureusement, mon prédateur, quand lui, il était tout seul, j'étais emmenée 1 heure à l'avance, 1 heure où je restais avec lui sur ses genoux. Et voilà comment Riomont nous tenait à la baguette, quoi. Riomont nous tenait à la baguette. Hein. Et on était terrorisés. Nous. Moi, j'étais une petite fille de 8 ans. On nous dit des trucs pareils, alors que nous, chez moi, ouais, en plus, moi, j'étais rebelle. Donc là, il y a quelqu'un, quand même, un grand monsieur devant moi en noir, qui lui dit ce que je dois dire, ce que je dois faire. Et puis ce froid, je vous dis, moi, les souvenirs de Riomont, c'est quand il y avait la période de froid. L'été, ça allait, mais c'était la période de froid. Tu te souviens pour ce que tu as vu quand tu étais à Riomont, tu te souviens d'abus, de maltraitance sur d'autres enfants, sur un climat justement délétère, éventuellement abusif sur le plan sexuel, des gestes déplacés, des paroles déplacées? Alors non, parce que je vous disais au début d'où on était chacun de leur côté. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu et ça, je le dis avec mes frères parce que je le voyais quand ils partaient. Si mes frères n'étaient pas rangés, c'est vrai qu'ils avaient des coups de pied au cul, hein, avec leurs grosses, ils avaient des espèces de grosses chaussures. Donc j'ai déjà vu que mes frères avaient eu des fois des coups de pied dans le cul, quoi. Au niveau des garçons, c'est tout ce que j'ai vu. Mais bon, quand vous voyez déjà la violence des coups de pied qu'ils donnent sur ce pauvre gamin, parce que des fois c'était quand même des coups de pied au niveau du derrière, en dessous du short. Ces pauvres gamins qu'ils avaient quand même cette culotte en cuir qui leur serrait contre les cuisses. Et puis voilà en rang. Puis pas le droit de parler quand on n'avait pas le droit de parler. Si moi je me rappelle un de mes frères, le deuxième, un de mes frères, une fois il a voulu rigoler, il s'est pris une petite claque derrière la tête. Voilà comment Riomont marchait quoi. De toute façon il fallait être droit avec Riomont, sinon ça marchait pas. Hein. Je disais, on a vu ensemble un peu le contexte familial, donc un papa alcoolique et une maman qu'on pourrait qualifier peut-être d'humiliante, avec également évidemment un inceste fraternel dont tu as fait état, Sylvie. J'ai envie de dire, mais tu vas me dire évidemment ce que tu en penses, que malheureusement, c'est un climat qui est propice quelque part à une emprise par la suite au sein de Riomont, pour peu évidemment qu'à Riomont précisément, le corps éducatif, on va dire ça comme ça, est lui-même quelque part immature, pervers, nocif, toxique. Tu es rentré, on l'a dit, à Riomont à l'âge de 8 ans.
On a parlé tout à l'heure du père Crespel. Est-ce que tu peux de fait nous dire maintenant un petit peu quelle est ton histoire singulière par rapport à ton vécu abusif à Riomont? Alors, le père Crespel, ça a commencé comme ça. Donc, au début, je vous dis, il s'est présenté. Au début, il était gentil. Hein. Moi, je comprenais pas une petite fille de 8 ans. Hein. Il était très gentil à ce moment-là. Hein. Moi, naïve, je veux dire, on pense pas à mal. On a peur, on est terrifié. Et lui, ce père Crespel, eh ben, il a commencé. Alors, quand je venais, je vous ai dit, je faisais mes séances avec une dame. Je me rappelle plus parce qu'il y avait beaucoup de monde à Riomont. Hein. Faut pas croire, il y avait beaucoup de gens assez bien habillés. On voyait, ils se faisaient prêter des voitures, ils se faisaient. Moi, j'ai vu des fois des gens ramener de l'argent, des gens qui étaient très très bien. Hein. Franchement, des gens qui venaient que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Et puis, ben, moi, ce que le père Crespin, il a commencé comme ça. Donc, ça a commencé par des attouchements sexuels, en fait. Il a commencé, il demandait à mon père de m'amener 1 heure à l'avance pendant le catéchisme, que cette dame venait, c'était une dame qui venait faire bénévolement, faire des cours de catéchisme. Donc, il demandait pendant 1 heure avant, il demandait de m'amener. Et puis, ben, quand il m'a amené 1 heure avant, parce que le groupe n'était pas encore arrivé, hein, j'attendais toutes les autres filles. À ce moment-là, on avait le droit d'être mélangé un peu des garçons, un peu des filles pour le catéchisme. Et là, le père Crespel a commencé pendant on va dire une période. Alors, j'ai plus très bien les dates parce que j'en ai souffert de Rayonnement. Hein. J'en ai des séquelles encore aujourd'hui. Il a commencé en permanence à m'asseoir. Il avait, quand on montait cette colline, on arrivait sur cette grande pièce, ce grand parc, on va dire, ce grand. Et là, on était assis sur un muret. C'était toujours le même muret avec un arbre derrière, sur ce muret. Et là, il a commencé en premier temps, puisque après, ça allait crescendo. Donc, pendant une période, je pourrais plus vous dire, mais assez longtemps, euh, des attouchements sexuels. Et je me suis même demandé une fois, après avec le temps, je me suis demandé s'il n'avait pas fait quelque chose, une genre de poche en dessous de sa soutane, je sais pas, parce que il était très manipulateur. Quand il me prenait, tout le monde me voyait, il disait, oh ben il est gentil ce prêtre, il prend cette petite fille sur ses genoux, et en fait il passait ses mains, et là j'avais le droit à ses caresses partout. Mais alors vraiment partout, jusqu'au jour où je lui dis qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que ben là je ressens quelque chose. Alors aujourd'hui j'y mets les mots, puisque aujourd'hui j'ai plus 8 ans, hein, je comprends les choses, quelque chose de dur qui se mettait. Et le plus ignoble, c'est parce qu'il faut que j'en parle, c'est une thérapie, c'est pendant ce moment-là qu'il me touchait sexuellement avec ses mains et tout ce qu'il pouvait en fait, parce que j'étais toujours de dos, moi devant, lui derrière, moi j'avais toujours le visage devant, il avait sa bouche collée à mon oreille et là j'entendais des soupirs, des gémissements je pense, parce que voilà, hein, 8 ans, voilà, aujourd'hui je mets les mots et ça a duré pas mal de temps, pas mal de temps. Et ensuite, ben, les attouchements, ça a continué, ça a continué. Et ben, un jour, il a eu une porte blanche, on va dire. C'est qu'un jour, je fête ma communion. Donc, nous partons dans un petit village que je garderai le nom moi-même. Et là, stupéfait, j'arrive dans cette grande maison immense avec la mer en face. Moi qui n'ai jamais vu la mer, puisqu'on était quand même une famille très précaire. Et là, je vois cette espèce de grosse maison. Je me dis, oh, mais c'est quoi? Parce que Riomont, c'était pas le château là-bas. Hein. J'arrive là-bas et à ce moment-là, je ne comprends pas. Je suis la seule fille. Le pourquoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, on cherche encore la question. Et là, il m'installe en bas dans une petite pièce dans cette maison et il monte tous les enfants à l'étage. Lui, plus tous les garçons à l'étage et moi en bas. Et quand il m'emmène en bas, il m'emmène dans cette chambre, il va me dire tu es bien, tu vas bien t'installer, machin. Donc quoi, je vois pas le mal arriver, je vois pas le loup qui va rentrer dans la bergerie. Hein. Je parle avec mes mots. Et puis donc, cette première journée, donc on va à la plage. Et puis quand on va à la plage, je comprends pas. Il arrive, il me dit ben tu vas mettre ton maillot de bain à la plage. Alors, je lui dis ben pourquoi? Je vais mettre mon maillot de bain là. Et puis j'ai appris avec ma serviette. Non 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 non. Il me dit tu vas pas mettre ton maillot de bain, tu iras le mettre. Et puis je comprends après, bien après, hein, on arrive sur cette plage et là, il me demande, attends,
je vais prendre une serviette, tu vas te déshabiller. Ben, moi, je refuse. Ben non, je peux pas m'habiller. Les garçons, les garçons, ils étaient à côté. Je peux pas m'habiller. Je peux pas. Il me dit si, si, avec un ton très sévère. Si, si, euh, tu vas le faire, c'est comme ça. Terrorisée, bien sûr, petite fille de 8 ans terrorisée. Et là, je me déshabille. Et là, en me déshabillant, je vois qui me relook hein, de partout. Hein. On voit. Les garçons sont à côté, ils voient. Hein, là, il y en a qui rigolent, voilà. Moi, très gênée. Je mets le maillot de bain. Et là, je vais ensuite nager. Voilà. Alors, je nage. Ensuite, je reviens. La journée passe parce qu'entre-temps, après, on revenait, on faisait les cours. Et voilà, c'est cette première soir, après ce premier jour, c'est ce premier soir-là qui vient dans ma chambre. Là, à ce moment-là, il lève la soutane. Et je me rappellerai tout le temps, il lève sa soutane. Et là, dans mon lit, tétanisé, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je reste vraiment immobile. Et là, pareil, un souffle, une haleine dégueulasse, parce que faut que je le dise, ces termes, c'est les miens. Et à ce moment-là, c'était la première soir où le viol, le premier viol, là, on parle plus d'attouchement sexuel, on parle du premier viol. Donc, il viole la première nuit, il remonte tout, il s'en va, il me laisse là, et moi dans cette chambre, terrifiée, dans le noir, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, comment, voilà. Et donc, le deuxième jour, rebelote, je vais dire, là, lui, il rebelote. Puis ce troisième jour, où recommence, et là, je lui dis, avant de venir dehors, il me dit, oh, tu vas mettre ton maillot de bain comme la première fois. Je lui dis non. Là, j'ose dire non. Et là, il arrive, comme je lui dis non dans la chambre, il arrive parce qu'on avait la chambre, il y avait une espèce de salle à manger. Et là, il prévient tous les scouts. Puis il dit, bah, il y aura pas de plage parce que la Louvette, Sylvie ne veut pas aller se baigner. Là, les scouts hein, arrivent à ce moment-là. Il y en a, ils m'ont donné des coups de serviette, il y en a, ils m'ont donné des coups de pied. Et je j'ai pas eu le choix. J'ai pris mon maillot de bain. Nous repartons à la plage, rebelote, le même scénario, la même chose. Là, mais plus dans la honte, là, le dégoût, parce que je savais. Et le dernier jour, il revient dans la chambre le soir. Et le troisième jour, il recommence les mêmes viols qu'il m'avait fait. Donc le viol a duré 3 jours. 3 jours. Et ça a duré combien de temps en fait, ces viols de la part de Crespel? Alors les viols et les attouchements, parce que je suis restée de 8 à 12, donc les attouchements, ils ont continué parce que les viols, après, il a plus eu l'opportunité. Parce qu'après, on avait des camps. Et moi, j'essayais toujours à n'importe quel moment d'être avec les louvettes, parce que de louvettes, je passais après un gars de cheptel. Et j'ai essayé, parce que je savais après que c'était une proie, que c'était quelqu'un. Donc, je lui donne peut-être plus cette occasion. J'arrive toujours à rester avec les filles. Mais bon, il arrivait tout le temps, on était dans les camps, on partait, quand j'allais, parce que les camps c'est pareil, on les construisait, on arrivait là-bas les filles, les camps on les construisait nous-mêmes, on faisait nos porte-serviettes, on construisait, on avait juste cette tente qu'on avait le droit de construire, et après nous-mêmes on devait faire le côté où on devait faire à manger, et puis voilà, il n'y a pas d'eau, donc à chaque fois qu'on a fait des camps, on était à côté d'une petite fontaine. Et à côté de cette petite fontaine, eh ben, on allait se laver. Et puis, ben, quand il avait l'occasion de me voir, je partais avec deux, trois filles, on partait pour aller me laver. Il venait et à ce moment-là, il relouquait, quoi. Je veux dire, c'était le vice, il regardait, mais moi, je le voyais. Après, j'avais tellement eu peur de lui, mais ça ne l'empêchait pas qu'après, même si j'avais subi ces viols, et qu'après, il me revoyait après à Riomont, ça ne l'empêchait pas, quand on était au catéchisme, de continuer ses attouchements sexuels. Ça ne l'arrêtait pas, quoi. Il a fallu combien de temps en fait, Sylvie, pour mettre les mots justes sur ce que tu as subi? Oh, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Parce que vous savez, vous avez 8 ans, vous avez peur. Ensuite, moi, j'ai construit ma vie. J'ai trouvé un mari, j'ai eu des enfants. Et puis cette honte, cette culpabilité, elle vous suit. J'ai fait une très très grave dépression. J'ai été instable dans mes travails. Toujours la peur, toujours cette espèce de honte, alors que
c'était pas moi de ma honte, mais je la comprenais pas. Et puis après, pourquoi 40 ans? Parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi tu as attendu 40 ans? Ben, j'ai attendu 40 ans parce que je voulais créer ma propre famille, les mettre à l'abri, et puis me dire, mais même quand on part à 8 ans, qu'on a 20 ans, 30 ans, qui va me croire quand on va dire ça? Parce que déjà, moi, j'en parle à ma mère. Je crois que 3 ou 4 ans après, avant mes 12 ans, j'en parle à ma mère. Ma mère qui ne me croit pas, elle me dit, mais non, mon père, je me souviens quand la première fois, je dis à mon père qu'il y a un ras-le-bol, ma mère me fout une dérouillée. Mon père me fout, il me tabasse parce que, ah non, les religieux font pas ça. Tu racontes des conneries, t'es rebelle, t'es folle, t'es une fille instable, on va pas. Donc, vous voyez, il y a eu cette peur, en fait, qui m'a suivi, cette honte, ce dégoût. Et puis après, bah, j'ai construit ma famille. Puis après, j'ai quand même rencontré des gens, après, où je vous dis, il y a eu le reportage d'Ixchel, il y a eu le livre que j'ai lu. J'ai lu le livre, j'ai lu le reportage d'Ixchel. Ensuite, on a eu le collectif où je fais partie aujourd'hui, des gens qui m'ont pu me dire, bah non, c'est pas toi qui dois avoir honte, c'est pas toi. Et vous voyez, cette espèce de thérapie, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours suivie, je suis toujours traitée par médicaments, hein, parce que moi, Rayomon m'a quand même brisé d'un côté, mais pas de l'autre, parce que j'ai quand même pu construire ma vie. J'ai pas fait de mal à aucun de mes enfants, parce que vous savez, quand à 22 ans, je vais voir un psychiatre et puis que je lui ai dit mon traumatisme, la phrase qu'il me dit, bah, il me dit, on est serial killer, on devient un serial killer. Et c'est pas vrai. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que c'est pas vrai. Non, parce que je les ai protégés. Alors oui, j'étais une maman peut-être trop poule d'un cocon que me suis fabriqué pour pas qu'on me les touche. Alors c'est vrai que j'ai eu 3 garçons et ensuite j'ai eu une fille. Alors ça a été plus compliqué que ma fille. Parce que quand j'ai eu ma fille, j'ai vu le revers de moi quand j'étais jeune. Donc je me suis dit, aïe, aïe, faudra que je la protège de ce que mes bourreaux m'ont fait. Parce que aujourd'hui, c'est des bourreaux, quoi. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans, on a encore des traumatismes. Hein. Riomont, de toute façon, toute personne qui a passé un Riomont, on peut pas dire qu'on est sorti de là-bas et qu'aujourd'hui on est intact. Hein. C'est pas possible. Moi, je suis instable. Hein. J'arrive pas. Pourtant, mes boulots, ils me plaisent. Je suis aide-soignante. Hein. Mes boulots, ils me plaisent, mais j'arrive pas. Le pourquoi, je le sais pas. Mais voilà, c'est très compliqué, quoi. La vie familiale, bon, avec mes enfants, ça va très très bien, hein. Mais je suis grand-mère aussi, mes tout petits enfants. Justement, je les ai protégés de tout ça. Mais après, moi, je parle de la vie de femme. Elle a été très compliquée. Le rapport à l'homme a été très compliqué. Ouais, très très compliqué. Oui, je peux imaginer. Tu as le sentiment, Sylvie, qu'il y a eu d'autres enfants, d'autres filles qui ont, le cas échéant, également subi les mêmes abus que tu as vécu? Oui, parce que je pense, parce qu'au moment où moi je commente, alors je vous dis, la personne qui m'a recruté travaillait pour Riomont, avait 16 enfants, et moi j'étais copine avec ces 4 filles. Il y avait 4 filles. Donc j'étais très copine avec une. Et du jour au lendemain où je vais voir ma grand-mère pour la supplier, je ne supportais plus qu'il me touche, puis le père Crespel qui continue à me toucher, son souffle dans l'oreille. Et puis il y avait un mot qui me disait, et ce mot-là, il m'a hanté au moment des viols, c'est ce qu'il me dit dans mon oreille. Il m'a dit, et je le dis, il m'a dit, tu es ma petite princesse. Et ce mot-là, princesse, pour moi, c'est aujourd'hui, même quand je l'entends, je peux pas interdire les gens de le dire. Quand je l'entends, ça me fait des frissons. Et puis je vous dis, ça fait peut-être plus de 40 ans, mais même cette odeur, l'odeur qu'il avait, parce que les prêtres étaient très très sales, hein, ils n'étaient pas propres non plus. Donc je peux vous dire que cette odeur, elle me suivra. Donc vous voyez, ce monsieur qui vient me chercher, parce que pour moi, il m'a recruté, hein. Donc il vient me chercher et j'étais très copine. Mais quand je dis à ma grand-mère, il faut que tu m'aides, c'est elle qui m'aide, hein, c'est elle qui me fait sortir du rayonnement. Et ben cette personne-là m'interdit après de parler à sa fille. Je ne vois plus cette personne. Me dit j'ai plus le droit, j'ai plus de contact avec elle, alors qu'on allait chez ma grand-mère, il venait avec ses enfants, et là c'était fini. Donc je pense que je suis pas la seule victime. Non, je pense pas que je suis la seule. Non. Tu es sorti finalement de Riomont dans quel contexte? Alors comme je vous dis, c'est ma grand-mère. J'ai supplié un dimanche, je crois. Je voulais plus y aller. Hein. J'ai essayé toujours par
prenne le moyen de plus y aller. Et je crois que ça lui, parce qu'on allait souvent le dimanche, on mangeait chez ma grand-mère. Je lui dis, mais s'il te plaît, grand-mère, s'il te plaît, papa, m'écoute pas. Est-ce que tu peux lui dire que à Riomont, il y a un prêtre qui a abusé de moi, qui continue à me toucher? Est-ce que et là, ma grand-mère de l'ancienne génération qui était choquée a appelé mon père. Il était dehors, elle l'appelle. Et là, je l'entends qu'elle engueule mon père. Et à ce moment-là, mon père revient. Il avait eu le permis entre-temps. Mon père revient et là, quand mon père revient, parce que ma mère n'était pas là, quand mon père revient, il me prend dans la voiture, me jette dans la voiture. Il m'a dit, tu montes. Je monte, je rentre chez moi. Il le dit à ma mère. Alors là, ça a été comme d'habitude, parce que mon père était quand même assez violent. Hein. Il avait une ceinture, et puis la ceinture, il s'en servait très 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 bien. Et donc, je me suis pris une rouste, hein, ça c'est clair, que ça je m'en souviens. J'ai pris une rouste, mais ça en valait la peine. Parce que après, j'ai plus jamais remis. Je devais être cheftaine. J'ai passé des examens pour lier, parce que là-bas c'était ça. Vous faisiez la communion, vous étiez l'ovette. Après vous montez en grade et le dernier c'était cheftaine. Et à ce moment-là, je remercie ma grand-mère parce qu'aujourd'hui elle est plus là, mais je la remercie parce que c'est grâce à elle, si aujourd'hui elle a pu. Je sais pas si j'aurais encore été après cheptaine, je sais pas, mais ça en valait la peine. La rouge, je l'ai vécu, hein, parce que je m'en souviens encore, même si aujourd'hui, voilà, plus de 40 ans après, je m'en souviens. Mais c'était pas grave, c'était pas grave. J'avais fermé les portes de Riomont et j'y suis pas retournée. Il y a récemment, on a fait une marche blanche et là, je décide de dire, ben, je suis victime. Alors oui, je suis victime de viol, je le dis haut et fort, je suis victime d'inceste, je suis victime d'attouchement sexuel du père Crespel, je n'ai plus honte de le dire le nom, je le dis haut et fort, mais je décide à ce moment-là, il y a eu une marche blanche à Liévin, il y a à peu près 2 semaines, j'ai plus les dates, et j'ai quand même fait 6 heures de route, et je me suis rendu là-bas. Alors, je peux vous dire que ça a été un choc, hein. D'y retourner plus de 40 ans après, c'est plus l'endroit que j'ai connu, hein. Parce que là, on a l'impression qu'on rentre dans un château, tout est fermé, les barrières, c'est sécurisé. Avant, Riomont n'était pas comme ça. Tu as, j'ai envie de dire, commis un acte de rébellion salutaire en faisant part à ta grand-mère du fait que tu voulais absolument sortir de Riomont. Ça fait penser évidemment à cet autre aspect qui pour moi est également essentiel, qui est parfois très perturbant, c'est de comprendre évidemment que l'institution en tant que telle se remet rarement en question, ça c'est une évidence. L'idée c'est de se perpétuer, de conserver les subsides, les enfants, etc. Et de ne pas évidemment faire quelque part une, une introspection de ce qui s'est passé, même si on pourrait évidemment l'attendre d'une institution par définition religieuse avec des valeurs normalement évangéliques. Mais voilà, la situation est telle qu'à un moment donné, je pense qu'on perd ses illusions par rapport à l'institution elle-même. Ce qui est plus déroutant, perturbant, troublant quelque part, c'est le fait que d'anciens qui sont passés par Riomont euh, démente en réalité le vécu de certaines victimes, démente les témoignages qui sont donnés à visage couvert ou découvert avec énormément de détails parfois, avec énormément de souffrance souvent. Et malgré cette réalité, malgré ce contexte, il y a malheureusement, il y a un collectif également en faveur de Riomont qui montre que malheureusement, il y a souvent le déni qui persiste. Comment le comprends-tu, toi, ce déni? Je ne comprends pas très bien parce que c'est vrai qu'à la Marche Blanche, j'étais, je vous dis, hein, je suis les réseaux, moi faisant partie du collectif, je vois des choses, mais en me rendant là à Riomont, après plus de 40 ans, moi je me dis qu'en fait, c'est les gens parce que j'ai entendu hurler, hein, menteurs, parce que Riomont prend beaucoup le mot diffamation, présomption d'innocence, qui est des mots, je pense, pour eux, alors dans leur vocabulaire qui est ça les arrange en fait, ça les arrange. Mais alors, la plupart de ces gens qui étaient là, que je les ai entendus, en fait, ils sont embrigadés. Pour moi, c'est sectaire. Ils savent pas ce qui s'est passé de 40 ans en arrière. Ils savent pas ce qui s'est passé. Eux, ils arrivent comme nous.
quand on arrive là, on se croit que tout est beau, tout est merveilleux. On leur donne à eux une facette, en fait, de dire, bah, venez, euh, vous allez vous installer, on va vous donner le gîte, le couvert, vous allez me faire pas ci, vous allez faire ça. Et puis, bah, ces pauvres gens, moi, je leur en veux pas parce que je vous dis, ces sectaires, ils savent pas ce qu'ils font. Honnêtement, ils savent pas ce qu'ils font. La plupart, pas d'anciens qui sont là, ceux qui ont quand même commis des actes. Hein, attention, hein, les prêtres qui ont commis des actes. Hein. Moi, quand j'en vois sur le site qui a été accusé de tout, d'images, de propos, ce prêtre-là, quand je le vois, même là à Riomont, quand on arrive, ce prêtre, je crois, parce que moi je le connais pas, Monsieur Tabourin, il arrive et on le voit tout sourire. Ben nous, les victimes, moi, pour moi, ça me fait mal de voir quelqu'un comme ça, tout sourire, parce que je me dis, si, parce que dans certains reportages, il le dit quand même qu'il avoue qu'il y a eu, allez, des petits trucs, mais vous voyez, comme une claque qu'il a donné, un coup de pied, mais ça, c'était, parce qu'en fait, on dit Riomont, c'était disciplinaire. Ben non, Riomont, peut-être c'était disciplinaire, comme il dit, mais Riomont, c'était aussi, comme on dit, sectaire, et aussi, il y a eu des viols. Il y a eu des viols, ça on peut pas que ce soit tous mes collègues du collectif qui sont aujourd'hui, qui savent tous leurs noms, on peut pas dire que ces gens-là, ils ont menti. Puisqu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce reportage avec vous, parce que là, on doit changer de camp. Nous sommes là, nous sommes victimes, on a un travail à faire, parce que notre travail à faire, c'est dire, bah si, on était là, on n'est pas des menteurs, on n'est pas juste dans un reportage, on a été faire des castings. Non, ce qu'on a vécu, et ce qu'on a vu, et ce qu'on a vécu, c'est vrai. Haut et fort, c'est vrai. Oui, moi j'aime beaucoup c'est plus qu'un slogan évidemment, c'est une nécessité, c'est moi je vous crois, c'est une façon de remettre évidemment la réalité pour le coup à l'endroit et de sortir du déni parce que c'est vrai évidemment que en faisant un petit peu cet échange ensemble, j'ai revu un petit peu la trame, l'historique, si je puis dire. Et évidemment, ton témoignage, ben, il n'est pas isolé, mais il s'inscrit au contraire dans une réalité beaucoup plus vaste. L'institution tente évidemment, comme souvent, de minimiser en voyant des actes isolés et surtout en ne voyant pas évidemment qu'il y a un caractère systémique, un continuum de la violence. Bruno Raoult et Jean Calef, qui ont eu également l'occasion de témoigner sur ma chaîne, ont également parlé des violences dont, à titre personnel, évidemment, enfin, qu'ils ont subi. Ils ont également évidemment relaté aussi à leur manière ce qu'ils ont pu voir en termes de maltraitance et les raisons pour lesquelles cette maltraitance a été rendue possible. Et c'est vrai que les premières alertes, évidemment, elles remontent déjà à 1978. Notamment, il y a plusieurs juges d'enfants à Béthune, Michel Laborte, Barbanègre, plus trois juges d'Arras qui ont signalé une éducation contraire aux droits de l'enfant. En 1979, j'ai revu ça également dans le reportage d'Ixchet de Laporte, une certaine Françoise qui est professeure de collège, qui a dénoncé des maltraitances physiques et sexuelles, divers harcèlements. Elle est impressionnante, cette prof, d'oser prendre la parole malgré les intimidations, évidemment, malgré le risque de procès en diffamation. Elle avait eu l'occasion dans le cadre de ses cours, de faire des dissertations à ses élèves et donc quelque part de les inciter à finalement dire ce qu'ils vivaient. Et c'est à cette occasion-là, évidemment, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait visiblement des maltraitances, pour le coup systémiques. Alors, en mars 1980, il y a une inspection de la DAS qui pointe en effet une éducation totalement, j'ai envie de dire, délétère. Euh, et puis il y a d'autres éléments, évidemment, où finalement la DAS retire l'agrément définitif, c'est la fin des subventions, 40 licenciements, 170 enfants expulsés malgré des rapports édulcorés, donc les garçons soi-disant aguicheraient les moines. En 2001, il y a quand même un événement extrêmement important, il y a un adolescent quand même qui malheureusement fait l'actualité puisqu'il se pend à l'école Saint-Jean Bosco de Riaumont. Et puis finalement, et il faut un temps considérable, comme très souvent dans ce genre d'affaires, c'est la parole qui se libère en 2013, notamment grâce aux plaintes d'un enfant à l'époque de Sorène qui a subi des viols en 1993
qui est également un ancien élève de Riomont, qui témoigne d'une série donc, de viols subis au tout début des années 1990 et qui a joué évidemment un rôle déclencheur dans la phase judiciaire récente de cette affaire, puisqu'il permet de montrer que les viols, notamment de Louvette par Crespel précisément, et ceux d'adolescents comme lui, s'inscrivent dans un continuum de violence sur plusieurs générations et non dans des cas isolés. Et puis en 2022, il y a de fait ce livre qui sort de Dictia de la Porte, Les enfants martyrs de Riomont, qui compile évidemment des dizaines de témoignages, dont notamment celui de Bruno Raoult, de Jamal également, qui subissait des travaux forcés, de Jean Kelaf, qui recevait notamment des claques. Et puis ce documentaire, dans la foulée du livre, ce documentaire Arte d'Ixchel de la Porte, dont on a parlé tout à l'heure, et qui donne de nouveau aussi, à ce moment-là, à visage découvert, souvent la parole à pas mal de personnes. Donc c'est un continuum. Et je voudrais évidemment également, pour en terminer par là, parler de cette fameuse commission d'enquête parlementaire en 2024 sur les violences sexuelles et sexiste en milieu scolaire et dans les actions religieuses, notamment à propos de Beth Haram. Là aussi, évidemment, on voit que c'est un continuum et que ça ne date pas d'hier. Les abus commis au sein de cet établissement hors contrat, mais cette enquête, en fait, permet aussi de mettre en lumière, outre l'existence d'une logique sectaire dont je parlais tout à l'heure, emprise spirituelle, isolement géographique, social, autorité quasi absolue du fondateur ou des supérieurs, violence et abus couverts ou minimisés par la hiérarchie, j'en parlais. Cette commission cite également explicitement Riomont comme cas emblématique de défaillance évidemment aussi de l'État, qui a quelque part laissé faire, qui a couvert des violences graves sur mineurs dans un établissement privé à caractère religieux. Euh, et c'est important également, me semble-t-il, même si c'est un petit peu long de ma part, le 4 avril 2025, il y a deux députés co-rapporteurs de cette commission d'enquête sur des violences à l'école qui se rendent à Liévin pour un contrôle sur place et sur pièce au village d'enfants de Riomont, alors au cœur donc, de plusieurs affaires de violences sur mineurs. Donc, lors de ce déplacement, précisément, ils entendent des victimes, ils examinent les dossiers administratifs et judiciaires, et dans un climat d'ailleurs qui est décrit comme tendu entre victimes, élus et partisans de l'institution. Donc on voit qu'il faut un temps considérable pour que la parole se libère et que finalement la parole soit crue finalement par l'institution qui va finalement devoir reconnaître quelque part les abus qui ont été commis, comme on n'aura plus l'occasion de les mettre encore sous le tapis, mais aussi de faire en sorte que les personnes qui sont passées par Riomont, même si elles-mêmes, le cas échéant, n'ont pas été victimes d'abus, puissent entendre que d'autres ont été victimes d'abus et finalement, au lieu de dénier leurs paroles, puissent évidemment aussi, à un moment donné, peut-être leur tendre la main. C'est personnellement, évidemment, ce que j'espère à travers ce long processus de libération. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport justement aussi à ce continuum? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ouais, c'est vrai que là, en ce moment, on reçoit beaucoup, on voit les gens qui me disent on vous croit. Parce que moi, je vous dis ce mot-là, on vous croit. On vous croit. Moi, je vous dis, quand il y a eu cette marche blanche, on a rencontré et on était fiers d'avoir à nos côtés Madame Violette Speedboot. Et puis notre collectif aussi, hein, parce qu'il y avait Violette Pitbull, notre collectif, Arnaud Gallet aussi, parce que je tiens aussi à remercier dans ce reportage, il faut le dire, toutes ces personnes qui nous ont aidés, hein, parce que sans le reportage d'XL, sans toutes ces personnes, que je connais pas tout parce que voilà, mais vous voyez qu'on est déjà un collectif, qu'on est le livre, qu'on ait Arnaud, qu'on ait Madame Violette Speedboot, hein, c'est extraordinaire. C'est une dame qui est extraordinaire. Hein, voilà, une femme au moins qui nous serre la main. Moi, je sais que à cette marche, elle est venue me voir, elle m'a rassurée et vraiment, ça m'a fait plaisir, quoi. Et c'est ça, en fait. Moi, ce que je dis, c'est que ben, j'ai fait ce reportage-là pour libérer ma parole. Ça, c'est déjà une thérapie pour moi et que je voulais aussi dire dans ce reportage à Riomont que on va continuer, que c'est un beau combat, on va aller jusqu'au bout parce que on n'en a pas parlé, mais cette affiche, moi je la supporte plus. Vous voyez le village enfant de Riomont là, cette espèce de grande pancarte. Moi non, je ferai ce qu'il faut jusqu'à mon dernier souffle pour le faire enlever parce que pour moi
elle est inappropriée, hein. Pour moi, elle doit pas y avoir lieu, voilà. Et je pense qu'on a été reconnu aussi victime, hein, il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas les mots, excusez-moi, les noms, parce que je suis, mais on a été reconnu aussi victime, voilà. Mais moi, je pense que ma thérapie et tout ce beau travail-là, ça a été vraiment avec toutes ces personnes que je vous ai citées, et on est au bout et on va continuer. On va continuer jusqu'au bout. Et vous voyez, moi, je me considère comme un petit papillon. Bah, ce petit papillon-là, il est en train, on va dire, sortir de son cocon, pas encore complètement, mais sortir ce cocon. Et puis un jour, j'espère que ce papillon, eh ben, il va pouvoir voler avec l'air dans ses ailes. Et oublier, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. Ça, oublier, on ne pourra jamais oublier. Mais au moins, pour respecter ceux qui sont plus là, ceux qui vont à venir. Et puis j'espère qu'avec ce reportage, eh ben, d'autres, moi, si j'ai pu le faire, d'autres peuvent le faire. Voilà. Tu, tu parlais effectivement de ce long chemin qu'est la reconstruction, c'est évidemment important et évidemment ça passe aussi par le fait en effet d'être cru. Par ailleurs, tu parlais de cette marche blanche qui est évidemment dans la continuité pour le coup de tout ce qui est nécessaire de mettre en lumière cette marche du 13 décembre 2025 à Liévin qui était de fait organisée par l'association Move Enfants et Arnaud Gallet, qui est, je trouve, assez formidable et que l'on voit régulièrement sur les plateaux pour prendre la défense des victimes. Moi, ce qui m'interpelle toujours, en fait, dans ce contexte-là, c'est que finalement, ceux et celles qui prennent la parole et qui font bouger les choses, malheureusement, sont souvent des personnes qui ont déjà payé de leur vie, de leur personne, et qui sont quelque part les plus vulnérables. Donc, il faut en même temps beaucoup de force pour prendre la parole, alors même que ces personnes auraient besoin quelque part de prendre soin d'elles-mêmes et d'être au contraire, j'ai envie de dire, dans leur bulle. Mais il y a cette force aussi du coup de conviction qui est rendue possible par des personnes telles qu'évidemment Arnaud et d'autres qui de fait sont nécessaires et permettent la libération de la parole. Du coup, j'ai envie de te mettre évidemment dans ce continuum, Sylvie, en prenant aujourd'hui la parole, et je te laisserai le mot de la fin pour dire peut-être en un mot quel est le message, si tu devais résumer, que tu as envie de faire passer après cet échange. Moi, ce que je vous dis, ce que j'aimerais, c'est que voilà, d'autres personnes ben, je les comprends, hein, moi j'ai mis tout un temps pour y arriver. Ben, je voudrais bien qu'aujourd'hui toutes ces personnes-là elles ouvrent la porte et disent, ben voilà, je suis passé à Riomont, il s'est passé ça. Voilà. J'espère qu'avec ce reportage, j'amènerai plusieurs personnes qui viendraient pour témoigner, quoi. Voilà. Très bien. Celles et ceux qui souhaitent en effet rebondir sur ton témoignage et d'une façon ou d'une autre venir apporter leur appui, témoigner le cas échéant à leur tour, rejoindre Mouvement Enfant ou d'autres mouvements qui sont de nature à libérer la parole peuvent évidemment le faire. Le cas échéant en m'adressant un email que je relayerai évidemment bien volontiers ben, chez toi, si tu es d'accord pour le cas échéant, permettre précisément à chacun et à chacune de trouver sa place. Donc, merci à toi, Sylvie, d'avoir pris la parole sous ta véritable identité et un Merci. visage découvert. Merci. Merci.